Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite, les titres. La coopération bilatérale entre le Sénégal et le Nigeria passée en revue à l'occasion de la visite d'amitié et de travail du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye au Nigeria. Les deux chefs d'État affichent leur volonté de hisser le partenariat à un niveau historique. Lutte contre les inondations, l'État prend les devants et l'État compte arrêter les constructions dans les zones inondables. Le Premier ministre, qui a présidé un conseil interministériel sur la question, attire l'attention sur les négligences et les actes d'indiscipline. La renégociation des contrats de recherche et de partage de production fait débat depuis quelque temps au Sénégal. Le sujet a été abordé à l'occasion des journées pétrole. Pour les experts, le Sénégal doit s'appuyer sur le levier coût de pétrole. Le BRT continue de faire des erreurs 3 jours après sa mise en service. 300 000 voyageurs acheminés par jour. Les gares refusent du monde et les usagers apprécient et souhaitent la réduction des tarifs fixés. Bienvenue à tous. En marge de sa visite d'amitié et de travail au Nigeria, le chef de l'État a reçu le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré, se réjouit d'avoir reçu les orientations et l'engagement du président Bassirou Diomaye Faye à œuvrer pour l'unité de la CEDEAO et l'intégration régionale. Omar Alieu Touré est au micro d'Oumarning. Nous sommes très honorés d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal. Nous sommes venus pour le saluer et de encore renouveler la félicitation de la CEDEAO à son Excellence, Monsieur le Président. Et puis nous avons fait un tour des questions régionales avec son Excellence, Monsieur le Président, et il nous a bien orientés. Il nous a bien vraiment conseillé en ce qui concerne son orientation et ses objectifs dans la région. Et nous comptons sur son leadership parce que nous croyons qu'il a beaucoup à faire dans la sous-région. Il a donné son engagement à œuvrer pour l'unité de la CEDEAO, pour l'intégration régionale. Et nous sommes très contents de ce que le président nous a donné comme engagement. Nous restons avec le président Bassirou Diomaye Faye qui s'est entretenu avec son homologue Bola Tinubu. Les deux chefs d'État ont passé en revue la coopération bilatérale avec la volonté de la hisser à un niveau historique. Reportage de nos envoyés spéciaux, Mamadou Bellem et Oumarning. Ce déplacement du président Bassirou Diomaye Faye à Abuja reste dans la dynamique de consolidation des liens avec les pays voisins de l'Afrique de l'Ouest. Ici, l'usage est respecté avec un accueil à la fois chaleureux et solennel. Le Sénégal et le Nigeria entretiennent de bonnes relations culturelles et religieuses séculaires. Leur appartenance à la CEDEAO, où ils sont des pays leaders, leur rayonnement diplomatique international et leur engagement commun sur les questions de sécurité et de développement sont également des éléments qui confortent l'amitié fraternelle. Arrivé au Palais de la République, le président Bassirou Diomaye Faye a été accueilli par son homologue, le président Bola Tinubu, dans une atmosphère empreinte d'une grande cordialité. Les deux chefs d'État ont passé en revue la coopération bilatérale que les deux gouvernements comptent porter à un niveau stratégique à l'image des liens qui unissent les deux pays. Le président hôte, Bola Tinubu, après avoir félicité le président Bassirou Diomaye Faye pour son élection à la tête du Sénégal, l'a remercié pour cette visite d'amitié et de travail qu'il effectue ici au Nigeria. De même, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est dit honoré d'être accueilli chaleureusement avec sa délégation par le président Bola Tinubu ici au Nigeria.
Retour au Sénégal pour parler de la visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert. Une séance de travail avec son homologue sénégalais a été tenue en présence de parlementaires des deux pays. Au-delà de la rencontre, une visite des sites culturels dans la capitale sénégalaise figure au programme de la délégation capverdienne. Damsila. En visite officielle au Sénégal, le président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert et son homologue du Sénégal ont profité de l'occasion pour tenir cette séance de travail. La rencontre a permis aux deux parties d'échanger sur les stratégies à mettre en place pour mieux renforcer la coopération bilatérale et parlementaire. Les relations entre le Sénégal et le Cap-Vert doivent aller au-delà des domaines institutionnels traditionnels. Elles doivent porter sur des échanges culturels, sportifs, académiques, artistiques, commerciaux, entre autres, avec des actions qui peuvent promouvoir et intensifier les contacts et les échanges entre les citoyens et les organisations socio-professionnelles des deux pays. Le Sénégal et le Cap-Vert sont deux pays qui entretiennent depuis toujours d'excellents rapports. Ces solides relations seront renforcées par les deux parlements à travers des conventions et partenariats au grand bonheur des peuples respectifs. La convergence de vision de nos deux parlements en faveur de la coopération interparlementaire, tant à l'échelle régionale, continentale et internationale, se nourrit de ces valeurs en partage. Notre vision commune d'une région africaine intégrée dans une Afrique émergente et un monde plus juste et solidaire s'abreuve à n'en point douter de cette source féconde de l'amitié, du bon voisinage et du brassage entre nos deux pays et peuples. Cette visite officielle du président de l'Assemblée nationale du Cap-Vert va se poursuivre jusqu'au 19 mai prochain. Au-delà de cette séance de travail et de la signature du livre d'or, la délégation capverdienne va aussi se rendre dans des sites culturels de la capitale sénégalaise. L'État mobilisera les moyens nécessaires pour prévenir les inondations. On s'attend à des pluies précoces et à des phénomènes exceptionnels. Le Premier ministre invite l'ensemble des acteurs à la rigueur et au patriotisme. L'État va arrêter les constructions dans les zones non édificantes. Et le Premier ministre, qui présidait un conseil interministériel sur la question, attire l'attention sur les négligences et les actes d'indiscipline. Compte rendu à Ramdawa. Encore une fois, le Premier ministre veut éviter la répétition des mêmes résolutions et des mêmes pratiques. La gestion des inondations ne dérogera pas à la règle du changement. Ceci veut dire simplement que l'État du Sénégal, jusqu'à présent, a appliqué la même méthode et les mêmes pratiques qui n'ont pas produit les résultats attendus, puisqu'on a l'impression de faire du surplace. Et chaque année, avec son lot d'inondations, il n'y a pas une pluviométrie vraiment exceptionnelle qui puisse justifier des inondations massives. La vérité, c'est que les négligences étatiques et administratives particulièrement, et l'indiscipline citoyenne quelquefois, sont la cause des situations que nous vivons dans beaucoup de zones du pays. Le format des conseils interministériels devra changer d'approche dans les prochaines années. En attendant, le Premier ministre s'attend à une correcte application de toutes les mesures. Les services de l'État sont tous interpellés. S'il devait y avoir des inondations qui inquiètent, ça devait se passer dans le sud du pays et le sud-est du pays. Mais pas à Dakar, certainement. Nous connaissons les causes et nous allons trouver les moyens pour injecter le maximum de ressources dans le règlement définitif, étant entendu qu'il restera toujours des problèmes liés à certaines zones, mais l'État fera le maximum. Trouver des moyens suppose aussi que ces moyens soient utilisés à bon escient. Et c'est pourquoi les moyens qui ont déjà été déployés, depuis quelques années, on nous a parlé d'une enveloppe de 717 milliards affectée à la construction d'ouvrages de drainage. Cette enveloppe fera l'objet d'un audit approfondi pour que nous puissions savoir à quoi elle a été utilisée. Autre chantier, la lutte contre l'anarchie et les constructions dans les zones non édificantes.
Plus de 3500 cas d'occupation de voies naturelles d'évacuation, rien que dans la région de Dakar. C'est pourquoi nous allons instruire les services compétents pour mettre un terme à toutes les constructions anarchiques sur des zones non édificantes ou celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation. Et sur celles qui ont été édifiées sur des voies d'évacuation, nous n'hésiterons pas à libérer ces emprises pour que l'évacuation normale des eaux puisse reprendre. Et à côté de ces actions de l'État, nous continuerons à lancer un appel à la mobilisation citoyenne. Je donne souvent un exemple, ce que nous avons pu faire à Ziguinchor, où pendant 2 ans, on n'a jamais eu recours à des entreprises pour faire le travail qu'il fallait faire. Avec une bonne mobilisation citoyenne, les caniveaux ont été régulièrement curés, les rues nettoyées, sans que la mairie ait eu à débourser le moindre fonds. C'est dans ce sillage qu'une journée citoyenne est prévue le 1er juin sous la houlette du chef de l'État. Le Premier ministre appelle à une mobilisation patriotique pour nettoyer et curer en direction de l'hivernage. Les mesures à respecter cette année touchent en premier des actions préventives, telles la finalisation des travaux et le recensement du matériel existant. Durant l'hivernage, il s'agira d'accorder une attention particulière à tous les points critiques. Nous écoutons à ce propos le ministre secrétaire général du gouvernement. En ce qui concerne les actions préventives, le Premier ministre engage le ministre chargé de l'assainissement en relation avec les ministres concernés à procéder au recensement exhaustif du matériel antérieurement acquis au plus tard le 15 juin 2024. À finaliser en relation avec le ministre chargé du numérique la cartographie des zones inondables avant la fin du mois de juin 2024. Monsieur le Premier ministre invite le ministre chargé de l'assainissement, en relation avec le ministre chargé des collectivités territoriales et le ministre chargé des Finances, à faire prendre d'urgence les dispositions utiles, notamment par l'ONAS, la DGPI, l'ADM et la GEROUT, pour la finalisation des travaux en cours au niveau des zones critiques identifiées dans les départements de Dakar, de Pikine, de Fatick et de Mbacké, ainsi que dans la ville de Sédhiou. Monsieur le Premier ministre invite le ministre chargé de l'Intérieur à mettre à jour le recensement exhaustif et la catégorisation des moyens publics et privés mobilisables sur l'ensemble du territoire national en cas de forte inondation susceptible d'entraîner le déclenchement du plan Orsec. Le Premier ministre engage le ministre chargé de l'assainissement en synergie avec le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, les ministres chargés des forces armées, des collectivités territoriales et des transports, à veiller à la mise en place d'un dispositif de pompage performant en positionnant des motopompes de grande capacité sur les points endémiques déjà identifiés. Le Premier ministre engage le ministre chargé de l'assainissement à veiller à l'opérationnalisation de la police de l'assainissement pour lui permettre de jouer pleinement sa mission de prévention et de sanction des infractions en lien avec les inondations. Le président du PASTEF et Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, ont animé une conférence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le thème a tourné autour de l'avenir des relations entre l'Afrique et l'Europe. Seydina Lunfal. Jean-Luc Mélenchon, fondateur de la France Insoumise, et Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, ont reçu un accueil chaleureux à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Les deux leaders ont co-animé cette conférence axée sur les relations entre l'Afrique et l'Europe. Mais la question palestinienne a également été évoquée. J'affirme ici à Dakar avec cette jeunesse que la jeunesse du monde entier est solidaire des Palestiniens massacrés à Gaza. Je me joins à vous dans la défense de la cause palestinienne. Peuple aujourd'hui massacré dans l'indifférence totale de toute la communauté dite internationale. La révolution enclenchée au Sénégal en 2024 et qui a porté le président Diomaye Diakhar Faye et Ousmane Sonko au pouvoir soulève une interrogation.
Quelle est la place de l'initiative populaire? Toute la question est posée pour Jean-Luc Mélenchon, leader de la France insoumise. Je sais que c'est un moment politique particulier et je veux vous en parler pour que, dans la ferveur du moment qui est partagé, on ne perde pas de vue ce qui est en cause, ce qui est en train de se faire. Le moment est historique parce que le Sénégal a ouvert par l'action de son peuple une voie particulière qui est celle de la révolution citoyenne, s'achevant après une résistance populaire payée de morts et de martyrs par une victoire électorale. C'est-à-dire par un processus que nul ne peut contester puisqu'il exprime sous sa forme la plus pure et la plus nette la volonté et la souveraineté du peuple sénégalais. Drapé dans un grand boubou traditionnel africain, le président de PASTEF, Ousmane Sonko, a exprimé les aspirations de l'Afrique. Il nous est demandé aujourd'hui d'échanger sur l'avenir des relations entre l'Europe et l'Afrique. Mais il faut entendre plus particulièrement les relations entre la France et l'Afrique et entre la France et le Sénégal. Les liens qui unissent nos continents sont empreints d'une histoire complexe, façonnée par des récits entremêlés de souffrances et d'aspirations. Il est très difficile de parler de l'avenir sans faire de temps en temps quelques incursions dans un passé qui n'est pas forcément reluisant. L'Afrique, berceau de l'humanité, a été trop souvent le théâtre d'une exploitation injuste, dictée par des intérêts extérieurs. Aujourd'hui, nous nous trouvons à un tournant décisif pour la nécessité de réévaluer ces schémas historiques et de promouvoir un partenariat équitable s'impose avec une urgence sans précédent. L'amphithéâtre n'a pu contenir les invités. Étudiants, enseignants de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont suivi avec attention les différents points abordés comme la présence militaire étrangère au Sénégal, l'homosexualité et la gestion des ressources naturelles. Au chapitre économie, faut-il renégocier les contrats de partage de production des hydrocarbures? Le débat sur ces accords entre plusieurs entreprises et l'État se pose. Un nombre d'experts estiment que le Sénégal doit s'appuyer sur le levier coût de pétrole. Que faire alors en cas d'infraction? Réponse dans la rubrique économie. Dans quelques mois, le Sénégal fera son entrée dans le cercle restreint des pays producteurs d'hydrocarbures. La question de l'exploitation du pétrole et du gaz, notamment les contrats de partage de production avec certaines compagnies pétrolières, est de plus en plus soulevée. Le contrat de partage de production, encore appelé CPP, c'est un accord passé entre plusieurs compagnies et un État, dont l'élément fondamental est la production. Et comme son nom l'indique, contrat de partage de la production. Quels sont les avantages que peut offrir ce contrat? À la différence d'un contrat très répandu également qui est le contrat de concession, qu'on utilise également dans les mines, au niveau du contrat de partage de production, un de ses avantages, c'est qu'il confère à l'État des prérogatives beaucoup plus larges et étendues dans la réalisation de suivi des opérations pétrolières. Dans le contrat de la concession, par exemple, l'État a beaucoup plus un rôle que de collecteur d'impôts. Dans les contrats de partage de production, les dépenses effectuées en phase de recherche, de développement et d'exploitation entrent dans les coûts de production. Le remboursement se fait dans un premier temps avant le partage de produits pétroliers, appelé profit oil. Dans le CEPP, l'État bénéficie d'une prérogative, c'est l'État qui mène les opérations. Le pétrolier lui fait une proposition. Rien n'empêche nos États de recourir à des spécialistes, à des experts, pour apprécier et contrôler les propositions des méthodes de production. C'est pour ça que les États ne participent jamais, en termes d'engagement financier, à toutes les opérations d'export. Elles n'attendent que la période de production pour pouvoir prendre une participation.
La question de la renégociation des contrats de partage de production fait actuellement débat au Sénégal. Et dans ce cas de figure, notre pays a deux options. La première option, c'est l'accord des parties. C'est-à-dire les parties décident, vu que c'est des accords qu'ils ont mis en place, de s'asseoir en vue de pouvoir renégocier certains termes. L'autre option qui est offerte, qui est proposée par le dispositif législatif au Sénégal, c'est le recours à l'arbitrage, c'est-à-dire le recours à un tiers extérieur en vue de pouvoir régler ce différend, vu que les parties n'ont pas réussi à s'entendre. Et dans le cas précis du Sénégal, il avait recours au CIRDI. Et pour revoir les contours des contrats, il faut un certain nombre de préalables. La négociation n'est possible que dans ce cas-là, s'il y a eu des infractions. S'il n'y a pas eu des infractions, l'autre possibilité de renégociation viendrait du fait qu'il y a quelque chose, ce qu'on appelle en droit, une imprévision qui fait que la partie qui se sent lésée demande à renégocier sur la base de l'imprévision. Donc on ne peut pas à ce niveau, nous, en tant qu'experts, vous dire est-ce que c'est il y a eu une fraude à la loi, ou le gouvernement actuel se base sur la notion d'imprévision. Des conditions pour la renégociation des contrats, et cela n'est pas sans conséquence. Si les États se mettent à renégocier tout le temps les contrats, ça peut avoir une image sur le climat des affaires dans le pays, et donc pouvoir être un frein ou une réticence, mais aussi à l'attrait du pays pour les investisseurs étrangers. L'impact des contrats de partage de production sur les économies nationales, c'est le thème de cette deuxième édition des Journées Pétrole. Une tribune d'échange dont l'objectif est de renforcer les acteurs pour mieux tirer profit de l'exploitation des hydrocarbures. Voilà la rubrique économique qui s'est penchée sur les contrats de recherche et de partage de production des hydrocarbures. Et nous en venons à présent au journal des régions. Et pour démarrer cette deuxième partie de l'édition de la mi-journée, parlons du BRT. L'objectif d'acheminer 300 000 voyageurs par jour semble atteint. Après 3 jours de mise en service, les gares du BRT refusent du monde au départ comme à l'arrivée. Les usagers qui saluent l'initiative souhaitent la réduction des tarifs fixés en banlieue notamment. Ils invitent par ailleurs la population à respecter les différentes mesures pour le bien de tous. Et c'est avec Fanta Badji. Heure de pointe à la gare de Petersen. Au départ comme à l'arrivée, l'affluence est au rendez-vous. Présentement, nous sommes hautement satisfaits. Nous avons atteint notre objectif. Nous avons vu que la population a répondu favorablement à notre appel. Donc déjà, nous, notre but, c'est d'aider les populations à se déplacer, parce que nous savons tous que Dakar est une ville vraiment compliquée en termes d'embouteillage et tout. Donc, raison pour laquelle nous avons vu que la population a répondu favorablement à notre appel. Situation oblige, Dakar Mobilité, chargée de gérer le flux de passagers, annonce de nouvelles mesures pour offrir un meilleur service aux usagers. On espère que ça va aller de l'avant. Ça va nous permettre nous-mêmes de corriger certains paramètres. Parce que déjà, toutes nos procédures ont été élaborées par des experts en fonction de leur expérience. Mais comme on dit, chaque environnement avec ses particularités. Donc, raison pour laquelle, forcément, toutes les procédures qu'on a eu à rédiger vont forcément être améliorées. Voilà, en fonction de la situation qu'on vit, en fonction du trafic, en fonction de notre population. Forcément, ces procédures sont amenées à être améliorées. On ajoute les gares, parce que pour l'instant, on est à 14. Ça serait mieux qu'on ajoute jusqu'à les 23 gares, en fait. 2 jours après sa mise en service, certains demandent la réduction du coût du transport, notamment dans la banlieue. Hier, j'ai pris la première fois pour aller de LPA à la préfecture. Madame, des parcelles vers la fin de l'autre côté. Mais je trouve que c'est assez cher quand même. Surtout pour nous, les démunis, entre guillemets, là. C'est 500 francs qu'ils m'ont facturé. Il paraît que c'était 400, mais par ceci, cela, ils m'ont facturé 500. Mais quand cela ne tienne, 400 francs, c'est cher.
pour aller de parcelles là-bas. Une zone, 400 francs. En tout cas, les parcelles, c'est cher. Parce qu'on a l'embarras du choix entre les Tata, les Ndiaye et surtout les Kalando. Les Kalando, même si tu es très coopératif, tu peux payer 100 francs à 150 francs. 400 francs, c'est presque le triple. La manière de prendre les billets, il y a un tohu-bohu quand même, aussi bien au départ qu'à l'arrivée. Donc je crois qu'ils vont peaufiner tout ça et améliorer. Voilà, donc si revoir les prix, à l'intérieur, vraiment, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est un microclimat. À part que aussi, il ne faut pas qu'il surcharge trop, parce que ça crée une insécurité intérieure. Je pense que nous sommes dans le juste milieu. Quand on allie un bus déjà qui a la climatisation, le confort et tout, nous avons jugé, juste que bon, le prix est adéquat, en tout cas pour le moment. Je pense que c'est à la portée d'une partie, pour ne pas dire de tout le monde, en tout cas. Mais les gens ont répondu favorablement. Vous n'avez pas vu l'affluence. Donc là, je me dis que c'est bon pour le moment. Le bus rapide transit fait l'unanimité sur son opportunité. Cependant, il faudra une certaine rigueur pour son exploitation efficiente. Juste BRT bi mi ngi romb rek benn scooter mu ngi koy coupé. Malheureusement, certains citoyens manquent de civisme. Parfois, des conducteurs de scooters se disputent la route avec le BRT. Il faut vraiment prendre des mesures fortes, voire même des sanctions pour freiner ces dérives. C'est vraiment déplorable. Alors que c'est un patrimoine à préserver. Parce que Sénégalais, loolu rek la xam. Suñ ko défé rek dinañ liñ ci bëgg yëpp dinañ ko am. Suñ ko deful mom moy loolu. Et pourtant, bien avant sa mise en service, beaucoup de tests ont été effectués, des communications et des sensibilisations à grande échelle menées pour informer les usagers sur le projet du bus rapide transit. Les conducteurs des BRT témoignent leur fierté et les usagers apprécient la sécurité et le confort. Une belle complicité s'est même établie entre eux. Reportage à la gare Pape Gueye Fall et au pôle d'échange du BRT de Petersen avec Salusek. Au pôle d'échange du bus rapide transit à Petersen, c'est le temps de battement pour ces conducteurs. Le temps de battement nous permet de souffler un petit peu. Donc on peut marcher, on peut manger tout un petit peu. Parce que ce sont des véhicules qui ont des fréquences de 6 minutes. Et on reste strictement les heures. Donc là, on reste strictement les heures. Donc on peut marcher sur le véhicule, occuper de notre occupation. Donc si ça nous soulage un peu. Pour ces conducteurs, cette première journée est remplie d'émotions et de fierté de faire partie des pionniers de ce transport au Sénégal. Je suis très fier de faire partie des premiers conducteurs du BRT. J'ai vu des usagers très satisfaits. Ils ont apprécié le professionnalisme des conducteurs. Je suis vraiment fier de ces témoignages. Je suis très content et fier également. C'est une journée spéciale. Les clients ont bien apprécié le service car ils y ont trouvé du confort et de la sécurité. Ils ont même dit qu'ils s'impatientaient pour le démarrage du BRT. À la station Pape Gueye Fall, c'est le grand rush à cette heure de la soirée. L'endroit est pris d'assaut par les usagers qui ne cachent pas leur contentement. Je suis vraiment très ravie. C'est une bonne chose pour nous. Désormais, nous allons moins dépenser pour le transport et nous n'allons plus accuser de retard. Nous rendons vraiment grâce à Dieu. Au même moment, les arrivées des bus se multiplient. Ces quelques personnes qui rallient le centre-ville témoignent sur la qualité du service. Le BRT, c'était très confortable et abordable. Il y avait de la sécurité et aussi ces cartes aussi, c'est très bon. Et c'est très important d'utiliser. Le BRT est confortable et rapide. Il n'y a pas d'embarrassement dans le bus. Nous apprécions vraiment ce type de transport. Ce qui veut dire qu'on ne va plus accuser du retard. Toutefois, certains souhaitent la revue du prix des différents tickets. Nous avons une suggestion concernant les tickets pour Grand Dakar. 400 francs, c'est trop cher comparé à celui de Guédiawaye qui est fixé à 500 francs. Un engouement fort des populations est donc noté pour ce premier jour de mise en service
du BRT. Voilà, le BRT qui continue de faire des heures. Et c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition en Wolof. Bon après-midi à tous. daal di verre